Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour à tous, nous sommes au 28e épisode de la saison 2 de CS à l'érable. Avec vous, Daniel Cameron. Je suis de retour et bien sûr, mon très fidèle partenaire, Hedi Raphaël. Comment ça va, Hedi? Ça va. Et toi, Daniel, tu t'es bien reposé? Est-ce que tu es prêt à attaquer un nouvel épisode? Bien sûr, fidèle au poste. Pas très fidèle, là, tu es tout le temps en vacances. Donc, bon, bref. Je vais observer de commentaires. Content de te revoir, Hedi. Aujourd'hui, on a un invité qu'on a déjà eu à CS à l'érable, qu'on n'a pas besoin de présenter à nouveau parce qu'on l'invite aussi à Culture Soccer dans d'autres podcasts et qui est très connu à Montréal. Je vous présente Tristan D'Amour. Salut les boys, j'espère que ça va bien de votre côté. Salut, Ça merci va Tristan. super bien. Moi, je suis content de te parler à nouveau, Tristan. Moi, j'aime toujours faire des podcasts avec toi parce que c'est toujours très intéressant. Merci d'être venu encore une fois à notre podcast. C'est mon plaisir. Alors, les gars, aujourd'hui, là, ça fait l'épisode dernier, je sais qu'Hedi a parlé de l'équipe nationale avec Alex. Mais pour nos auditeurs, on va encore parler de l'équipe nationale masculine parce qu'il y a eu des nouvelles infos de la CONCACAF. Eh bien, il y a eu l'annonce du nouveau format de qualification pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone CONCACAF, ainsi que le format des informations concernant la CONCACAF Nations League. Alors, Hedi, je vais te laisser présenter ce nouveau format. Et évidemment, il y a eu du changement dans le Hex, qu'on a tant critiqué. Donc, je te laisse présenter, Hedi. Ouais, effectivement, le Hex est devenu le Oct. Ça c'est la nouvelle blague. Pourquoi? Parce que Hex était pour hexagone, pour 6 équipes. Maintenant, c'est devenu un truc de 8 équipes, donc comme octogone, donc Oct, pour ceux qui n'avaient pas compris la blague. Donc voilà, c'est effectivement, donc ça va faire en sorte qu'on va arriver à un groupe de 8 équipes au final pour voir exactement qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Je vais rentrer en détail dans comment ça se passe, puis après je vais laisser Tristan commenter par rapport à tout ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a 5 équipes qui sont déjà qualifiées pour le Oct, pour l'Octogone. Donc, on a le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica, la Jamaïque et le Honduras qui sont déjà là-dedans. Les 6 équipes qui suivent, donc le Salvador, le Canada, la République dominicaine, Haïti, Trinidad et Tobago et le Curaçao, se retrouvent un peu tête de série de 6 groupes, donc de A à F. En tant que tête de série, il y aura toutes les autres équipes de la CONCACAF qui rentreront dans chacun de ces 6 groupes. Ils vont jouer chacun 4 matchs l'un contre l'autre. Donc, il y aura 4 matchs pour chacune des équipes. Le meilleur, celui qui a le plus de points dans chacun de ces groupes-là, se qualifiera à un second tour. Le second tour, c'est très simple. On aura le premier, par exemple, du groupe A qui jouera contre le premier du groupe F, le premier du groupe B jouera contre le premier du groupe E, et le premier du groupe C jouera contre le premier du groupe D. Le vainqueur de ces confrontations-là qui se jouera avec des allers-retours, donc ce sera une confrontation aller-retour. Donc le vainqueur se qualifiera directement au Oct, donc à l'Octogone, avec les autres équipes. À ce moment-là, il y aura une phase de groupe finale et cette fois-ci, les 3 premiers de cette phase de groupe-là se qualifieront directement pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le 4e se qualifiera pour le tour qui se jouera avec une autre confédération. Donc c'est une autre confédération. Je ne sais pas si cette année c'est encore l'Amérique latine ou si ça va être l'Océanie. En tout cas, bref, il y aura ce barrage avec une autre confédération pour peut-être une 4e qualification du côté de la CONCACAF. Donc voilà, en général, Tristan, t'as pensé quoi de ce nouveau format? C'est pas idéal, mais c'est pas magnifique, mais c'est pas si pire que ça. Sincèrement, je voyais pas le Canada finir 6e.
j'avais pas vraiment d'espoir pour l'ancien tournoi. Donc, le Canada se ramasse un peu dans une... ils vont jouer beaucoup de matchs. Et honnêtement, c'est un peu de leur faute du côté canadien. Pour ce qui est du tournoi au sens large, j'ai encore des doutes sur le fait qu'on va voir cette phase-là avec beaucoup d'équipes qui vont se jouer dans... Honnêtement, on n'a pas vraiment vu où les matchs vont être joués. Donc, moi, ça m'inquiète un peu à savoir est-ce qu'on va être encore dans un temps où les voyages internationaux comme ça vont être permis? Est-ce qu'on va même pouvoir faire ça ou est-ce que toutes les équipes vont devoir se ranger dans un pays? On a vu souvent dans les qualifications du côté féminin, il y a une ou deux villes, souvent aux États-Unis, qui sont choisies pour ça. C'est encore un peu vague du côté de ce que la CONCACAF nous a annoncé. J'aime bien, il va probablement avoir beaucoup d'encre qui va couler côté canadien parce que si la logique se respecte et que les équipes se qualifient, les deux équipes tête de série se qualifient, on va avoir dans la phase 2, on va avoir un match revanche entre le Canada et Haïti. Donc, ça serait quand même une jolie un joli home and home à voir dans la phase 2. Ouais, effectivement, j'aime beaucoup tout ça en fait, très sincèrement. Déjà dans la phase de groupe, la première phase de groupe où il y a les 6 groupes où le Canada est tête de série. Donc je vais répéter les têtes de série parce que je les ai pas données. Donc Salvador tête de série du groupe A, Canada tête de série du groupe B, Curaçao tête de série du groupe C, République dominicaine tête de série du groupe D. Haïti, tête de série. C'est pas République dominicaine, excusez-moi, c'est Panama. Je suis désolé. Panama, tête de série du groupe D. Haïti, tête de série du groupe E. Et les Trinidad et Tobago, tête de série du groupe F. Dans ces groupes-là, comme j'ai dit, il y aura 4 matchs. Ce sera deux matchs à la maison, 2 matchs à l'extérieur pour chacune des équipes. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Et comme tu l'as dit, Tristan, ça va être intéressant. Si jamais la logique se respecte, le Canada devrait finir premier. Même chose pour Haïti. Puis ce sera à ce moment-là un match aller-retour entre ces deux équipes-là pour une place dans l'octogone. Donc ça peut être très, très intéressant. Il peut y avoir d'autres genres d'affrontements qui sont quand même assez intéressants. Par exemple, Salvador, Trinidad, Tobago ou Curaçao, Panama. Je suis curieux de voir si jamais les choses vont changer. On sait que, par exemple, si jamais tu vois le Canada en date d'aujourd'hui, par rapport à toutes ces équipes-là, à part peut-être le Canada et Haïti, par rapport à toutes ces équipes-là, ces 6 équipes-là, on sent que c'est les 2 équipes qui sont au-dessus. Tandis que le Panama c'est très difficile dernièrement, Trinidad même chose, Curaçao commence à être quand même assez intéressant, puis même le Salvador ça va pas très bien, donc je suis curieux de voir si jamais ce tournoi-là va pouvoir un peu faire en sorte que chaque équipe va se retrouver un peu à sa place. J'aime bien Curaçao. Moi, ils font. Ça, c'est une équipe qui vraiment, si vous faites juste rentrer dans le monde de la CONCACAF, là, Curaçao, qui avant était les Antilles néerlandaises, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les Pays-Bas. Il y a beaucoup de joueurs intéressants. Moi, je trouve que c'est une équipe à surveiller en CONCACAF. Ils peuvent faire mal. Oui, effectivement, et c'est ça que je dis, c'est que c'est une équipe qui est plus à sa place. Si jamais tu vois le classement FIFA, elle est plus à sa place. Elle est supposée être plus haut que ça. Même chose pour le Canada, même chose pour Haïti. Tandis que peut-être des équipes comme le Honduras, où ça va très mal dernièrement, en tant que numéro 5 dans la CONCACAF, elle est plus à sa place non plus, par exemple. Donc bref, faut voir par rapport à tout ça, mais j'ai hâte de voir les équipes chacun à sa place. D'un autre côté, une chose que je voulais dire par rapport à l'ancien
l'ancienne façon de faire, c'était très bien, comme quoi ils avaient décidé le top 6 FIFA. Par contre, ils ont décidé ça, je pense, un peu trop tard, et on en a parlé à maintes reprises ici sur CS à l'érable. Ça a été décidé assez tard pour pouvoir permettre aux équipes de se rapprocher de cette 6e place-là. Comme quand tu vois qu'une équipe, si jamais on était encore à l'ancien format, une équipe comme Salvador serait passée devant le Canada et Haïti. Et sans parler du Canada comme étant, le Canada étant mon pays, mais même Haïti, c'est 10 fois le Salvador maintenant. Donc, point de vue force. Je sais pas ce que tu en penses, Tristan, mais avoue que le Salvador, c'est pas cette équipe devant même toutes ces équipes-là, je pense que c'est la plus faible devant le Canada, Curaçao, Panama, Haïti et Trinidad. Pour moi, Salvador passe après. Donc, niveau Salvador, c'est ça, c'est une équipe qui a eu juste le nombre de points. Puis après ça, ils se sont un peu assis sur ils ont un peu park the bus devant. Sans jouer de match. Mais je me souviens un des derniers matchs que le Salvador a joué, c'était contre Montserrat, qui est une petite île et Montserrat ils étaient sur le point d'avoir un 0-0 qui les aurait, je me souviens plus quelle sorte de qualification, peu importe. Il l'avait au bout des doigts, la nulle, puis le Salvador à la fin complètement ont marqué. Je me souviens de ce match-là, c'était quand même assez enlevant. Mais oui, je suis d'accord. Ils étaient un peu sur la pente descendante, puis j'ai l'impression que s'il y a une équipe qui a profité du malheureux événement qu'on vit en ce moment, c'est le Salvador. Ouais, effectivement. Donc, bref. Oui, vas-y, Daniel. Moi, je me rappelle d'une époque, je pense, il y a une dizaine d'années, j'avais lu un article qui parlait que le Salvador avait gagné son premier match en 10 ans. C'était contre un match amical, je pense que c'était contre Malte ou un pays. Dans le temps, le Salvador, on n'en parlait pas. Là. On sait qu'il y avait des problèmes politiques ça fait partie de la game. Mais actuellement, moi, déjà, à la base, j'étais pas vraiment d'accord avec le Hex, je suis pas trop d'accord avec ce genre de méthode-là parce que le classement FIFA devrait pas être utilisé, surtout quand on sait devrait pas être utilisé pour donner des avantages aussi importants. Parce qu'on sait que le classement FIFA, il y a des matchs contre des équipes hors CONCACAF. Il y a le fait aussi que la CONCACAF et des clubs, des équipes nationales qui participent à des compétitions qui ne comptent pas dans le classement FIFA. Par exemple, les victoires du Canada contre la Guyane française ne comptaient pas. Donc, actuellement, je pense que le classement FIFA, oui, pour faire les groupes selon un coefficient, à la limite, ça peut aller. Mais pour donner des avantages de passer 2 tours, je trouve que c'était quand même trop. Là, le nouveau format, je trouve qu'il est quand même intéressant, mais encore une fois, il donne un avantage à certaines équipes. Dans les circonstances actuelles, c'était difficile de faire autrement. C'est sûr que j'aime mieux qu'est-ce que d'autres, comme ce qui se passe en Europe ou en Afrique. J'aime mieux ça que ce qui se passe en CONCACAF, mais avec la prochaine Coupe du Monde, ça risque d'évoluer. Également, il y a eu du changement pour la CONCACAF Nation League. Les finales ont été reportées pour la fenêtre FIFA de mars 2021 et ensuite ça a été décalé pour la suite. On va avoir la prochaine fois, ça va être pour 2022-2023 et également il y a les qualifs de la Gold Cup 2021 qui va être en mars et juin de 2021. Là, vous pensez quoi de tout ce décalage qui aura lieu dans la zone CONCACAF? Déjà, la Gold Cup, c'est au mois de juillet, donc juillet-août pour la Gold Cup. C'est plus mars et durant le mois de mars, c'est plus la Nations League qui va se dérouler. Oui, c'est normal. Il faut tout pousser. C'est juste comme l'a dit Tristan un peu plus tôt. Ça va faire beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. Bon, heureusement le Canada, si jamais on le voit du côté du Canada, heureusement que le Canada n'est plus qualifié en Nations League parce que sinon ça aurait été vraiment très fou. Voilà, donc c'est plus. Je pense que ceux qui sont qualifiés en Nations League, dans tous les cas, ils font pas partie des 6 premières nations. Donc ce qui veut dire que ça devrait pas trop affecter ces nations-là. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Tristan. Oui, en fait, je regardais parce que j'ai l'impression que la Gold Cup
et les Olympiques vont avoir lieu pas mal dans le même temps. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça va avoir lieu. La Gold Cup et les Olympiques vont probablement les Olympiques vont commencer vers la fin de la Gold Cup. Donc, on va avoir 2 équipes canadiennes masculines qui vont jouer possiblement en même temps si on considère que l'équipe canadienne masculine veut faire sa marque dans la CONCACAF et à mon avis, ça veut dire aller au moins jusqu'aux demi-finales de la Gold Cup, au moins. Donc, oui, on va avoir beaucoup de soccer en 2021. Ouais, c'est fou, hein? J'ai pas pensé. C'est vrai, les Jeux Olympiques sont du 23 juillet au 1er août. D'après ce que je vois. Non, excusez-moi. Non. Bref, c'est au mois de juillet et au mois d'août. Concernant la Gold Cup, aussi, elle va se jouer vers fin juillet, début août. Donc, ça fait plusieurs choses en même temps. Oui, il va falloir avoir un gros réservoir de joueurs et c'est là que la CANPL va être assez intéressante. Il y avait Alex Rupert qui avait fait un super bel article sur Culture Soccer, des joueurs de CANPL qui pourraient être appelés dans cette sélection olympique-là. Donc, je pense que ces joueurs-là vont être importants parce que peut-être qu'ils font pas partie de cette équipe senior, sauf qu'ils ont moins que 23 ans. On n'oublie pas que dans les Jeux Olympiques, il faut que les joueurs aient moins de 23 ans. Déjà, il faut se qualifier parce qu'on n'a pas fait le tournoi de qualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc, il faudrait déjà se qualifier pour voir si jamais il pourrait y avoir une équipe en même temps. Mais je pense que ça donnerait une chance à ces joueurs de CANPL, ces jeunes joueurs de CANPL. Et je pense que en fin de compte et sur le long terme, et j'aimerais avoir ton avis, Daniel, là-dessus, mais sur le long terme, ça pourrait être quelque chose de bénéfique parce que tu verras pas les mêmes joueurs que tu vois dans l'équipe nationale senior, dans l'équipe olympique, et ça peut être quelque chose d'intéressant, donner la chance à d'autres joueurs qui pourraient exploser sur la scène internationale. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça serait effectivement l'occasion pour certains joueurs de se faire connaître. Là, ce serait bien que des joueurs profitent de cette occasion. Par exemple, on s'entend qu'il y a beaucoup de joueurs canadiens actuellement qui ont bas de 21 ans, comme Davis, David, et qui auraient pu participer aux Jeux Olympiques. Mais là, s'ils ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques parce qu'ils sont à la Gold Cup, ça laissera l'occasion à d'autres joueurs jeunes de se faire connaître. Donc, c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est particulier parce que c'est une compétition internationale multisport, mais ça serait une grande occasion. Je pense que c'était déjà arrivé. Je crois que la Copa América avait lieu en même temps que les Jeux Olympiques. Là. Donc, ça peut donner l'occasion à des joueurs, comme tu as dit, Alex Rupert nous en avait parlé. Il y a beaucoup de joueurs canadiens de la CANPL qui vont peut-être tirer avantage de cette situation. Tant mieux pour eux si c'est l'occasion de se faire connaître et d'avoir du temps de jeu dans une compétition internationale. Exact. Tristan, je sais pas si tu as un avis là-dessus. Si jamais, est-ce que tu penses que ça peut aider le fait d'avoir, même si on a les deux compétitions en même temps, on va pouvoir voir un peu plus de joueurs de CANPL, ce qui pourrait être quand même bénéfique sur le long terme, non? Oui, mais pour moi, en tant qu'ancien athlète, qui voulait aller aux Olympiques, moi, pour ce qui est du tournoi de soccer masculin, les joueurs qui souhaitent aller aux Olympiques, style Lionel Messi, style Neymar, si c'est leur vœu d'aller aux Olympiques, je les laisse aller aux Olympiques. Après ça, moi, je préférerais avoir l'équipe la plus forte à la Gold Cup parce que pour moi, le tournoi continental prend première place. Par contre, moi, je veux dire, on parle de... c'est drôle, je vais donner un shout-out à Alex Perez avec qui on parlait de Lionel Messi, qui disait Lionel Messi qui n'a jamais eu de titre avec l'Argentine, mais on oublie le fait qu'il a gagné la médaille d'or olympique avec l'Argentine. Mais c'est ça, je trouve que on a tendance à un peu mettre les Olympiques de côté, mais effectivement, je trouve que ça va être une super vitrine. Là, on parle de joueurs, on a vu Thomas Hazal qui a joué 2 matchs et un quart, mais c'était quand même 2 solides matchs et un quart pour les Whitecaps, qui a peut-être mis son nom dans le chapeau pour la sélection olympique, au moins pour la sélection olympique. Surtout, on parle d'une année, c'est ça. Tu as bien fait de le mentionner, Adi, que
voyons, il y a beaucoup de joueurs, puis on n'est pas qualifié encore. Le Canada n'est pas qualifié encore, donc les U23, en fait, c'est pas nécessairement les U23, ça va être les U24 parce qu'ils ont donné une année de surplus pour les joueurs qui auraient pu se qualifier pour cette année si les Olympiques avaient lieu cette année. Mais oui, j'ai l'impression qu'on va avoir 2021, ça va être l'année avec le plus de joueurs canadiens des deux côtés, du côté masculin et féminin, qui vont jouer du soccer en même temps pour l'équipe nationale. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et puis tu mentionnes un peu le U24, ce qui est quand même assez intéressant parce que je pense que c'est la première fois que j'entends parler d'un U24 quand tu y penses. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que lors du tournoi qualificatif, ce sera le U24. Mais après, si tu te qualifies en Jeux Olympiques, tu as le droit à 3 joueurs qui sont au-dessus de 24 ans. Donc ça peut être aussi intéressant le choix de Mauro Biello parce que c'est Mauro Biello qui va guider cette sélection aux Jeux Olympiques. Ça peut être intéressant quel vétéran il amènera avec lui. Surtout si jamais il y a une Gold Cup. Donc bref, beaucoup de décisions à prendre du côté du Canada. Mais j'aimerais beaucoup revenir un peu sur ce format Coupe du Monde. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de ça, à mon avis. Vous pensez quoi de la place de ces 5 équipes-là qui sont déjà qualifiées à l'Octogone? Bon, Mexique, États-Unis à part, mais quand on regarde le Costa Rica, la Jamaïque et le Honduras, est-ce qu'ils ont encore vraiment cette place-là déjà déjà préfaite selon toi, Tristan? Est-ce que tu trouves que c'est normal que ces 3 équipes-là soient déjà qualifiées à ce tour-là? Je l'ai très sincèrement sur papier, même si dans l'histoire, oui, le Costa Rica et la Jamaïque ont une très très belle histoire, mais quand tu regardes sur papier, le Canada a perdu de très peu face à la Jamaïque. Ça c'est en 2017 en Gold Cup. Donc déjà en 2017, l'écart n'était pas énorme. Maintenant, il est encore moins. Et la Costa Rica, la génération dorée du Costa Rica, elle est très, très vieillissante maintenant. Puis des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Même chose pour le Honduras. Aussi, tu avais une génération qui était très, très bonne, qui est très, très vieillissante. Puis maintenant aussi, tu as très peu d'excellents joueurs dans ces sélections-là. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Tristan, et j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Après, ils n'avaient pas trop le choix, mais est-ce que tu trouves qu'ils ont leur place dans ce top 5-là? Mais c'est le classement FIFA. À la fin de la journée, c'est le classement FIFA. Puis j'ai l'impression que si on regarde l'ancien tournoi de pré-pandémie, c'était le top 6. Là, c'est le top 5. Donc, on a vu un certain compromis. Mais moi, du côté canadien, c'est ça. Du côté canadien, oui, c'est dommage. Mais ils ont fait leur malchance. Ils étaient censés être 6e. Puis si ça avait été 6e, puis là, il avait enlevé 1, là, OK, peut-être. Mais ils ont perdu contre la Jamaïque. Ils auraient pu faire plus de points à la Gold Cup, mais encore Haïti, tu veux plus. dire. À mon avis, tu viens de le dire, c'est le match contre Haïti. Ce match-là, ils peuvent pas perdre ce match-là. Ils l'ont perdu. Ils auraient pu faire beaucoup plus de points. Le match où ils descendent à Orlando pour jouer, je pense que c'est la Nations League, contre les États-Unis, avec le vent dans les voiles, ils viennent de battre les États-Unis à Toronto pour la première fois depuis je sais pas combien, là, c'est les années 80. Là. Mais puis je veux dire, c'est comme ils avaient l'air d'une gang de marmottes sur le côté de la route là, que tu viens juste de rouler dessus sur l'autoroute. Là. Ça avait l'air, ça faisait pitié quasiment voir ça. Après une grosse victoire comme ça, ils ont fait leur malchance, l'équipe nationale. Ouais, tu as complètement raison. Daniel, tu as quelque chose à ajouter? Honnêtement, moi je suis pas d'accord, mais j'ai déjà donné ma perception par rapport au classement FIFA. Je veux dire, le classement FIFA, c'est figé, c'est basé sur les résultats antérieurs et pas sur l'équipe actuelle. Donc, je pense qu'on devrait pas donner trop d'avantages. Je veux dire, on n'a pas le choix de l'utiliser ou de faire un coefficient CONCACAF comme d'autres continents font. Là. Mais tu donnes ça pour les têtes de série. Tu donnes ça comme ils font dans les autres. Donc, tu sais quoi, le classement FIFA est utilisé pour les têtes de série. Tu fais je sais pas moi,
6 groupes, 7 groupes, 8 groupes. Chacun, les 8 premiers sont tête de série, puis après, tu fais des qualifications, aussi simple que ça. C'est partout la même chose, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit partout. Il y a juste en CONCACAF où non. On a décidé de prendre le classement FIFA pour déjà donner une avance quand même assez importante à 5 équipes. Bon, avant, c'était 6 équipes, donc comme on a dit, c'est un peu mieux, mais on n'est pas encore, je pense, à la parité, selon moi, non? Mais actuellement, le problème de la CONCACAF, c'est toujours été qu'on ne voulait pas faire contrairement à d'autres continents, on voulait comme faire des filtres pour garder un certain nombre d'équipes à la fin, pour probablement des raisons de déplacement. Parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup d'équipes dans la CONCACAF qui sont même pas des pays, et qui certaines ont une population limitée, donc des moyens limités. Donc faire des voyages des pays des Caraïbes vers hors des Caraïbes, ça peut coûter cher. Puis au-delà des frais de déplacement, il y a aussi l'hôtel, il y a plusieurs, il y a la préparation. Donc c'est sûr que puis il faut dire aussi que la CONCACAF avait probablement des difficultés à vendre ses matchs. Là. C'est nouveau là, qu'on peut voir beaucoup de matchs de la zone CONCACAF. Là. Donc, c'est tous des éléments qui pensent. Oui, pardon. Mais j'ai une question, excuse-moi. Je comprends ce point-là et on me parle de ce point-là depuis des années et des années. Je suis vraiment désolé, mais tu vas en Asie, tu vas en Afrique, tu as des tout petits pays de rien du tout, mais vraiment des tout petits pays qui, eux aussi, n'ont pas d'argent. Ils les font, les déplacements. En Afrique, je sais pas si tu suis les qualifications, mais moi, je suis les qualifications. Et en Afrique, premièrement, beaucoup d'équipes abandonnent les qualifications en cours de route. Ben, alors, écoute. Et deuxièmement, en Afrique, il y a des tours préliminaires pour les pays qui sont mal classés, justement. Pour on peut faire la même chose. Moi, je pense que ça serait la solution de faire des tours préliminaires, de garder un nombre qui a de l'allure, là, par exemple, là, il y a combien, on doit avoir combien d'équipes à la fin? On doit avoir 3.5. On peut avoir un groupe de 6 à la fin, mais avant d'arriver au groupe de 6, on aurait pu faire 6 groupes de 4, incluant les États-Unis et tout, puis les 6 premiers s'affrontent dans un groupe aller-retour. Il y aurait eu moyen, on avait 4 ans pour travailler là-dessus. Là. Au lieu de faire la CONCACAF Nations League, on aurait pu faire ça. Faire participer le plus d'équipes aux 6 groupes de 5 comme ils font maintenant, mais avec tout le monde. Puis les 5 plus mauvais équipes auraient passé par des tours préliminaires. Il y aurait eu, en étant créatif, il y a plein de solutions qu'on aurait pu envisager. Exact. Malheureusement, on a choisi le chemin de la facilité et de vouloir avantager les équipes qui étaient déjà bien classées. Puis ça, je trouve que c'est pas correct. Mais avec de la créativité, il y a plein de choses. L'Afrique est très créative chaque année. L'Asie, c'est la même chose. C'est vrai. L'Asie, je pense qu'il faisait comme une phase de groupe, et après ça, une autre phase de groupe. Il y a 4 phases en Asie. C'est ça, je juste l'expliquer, puis je vais laisser parler à Tristan par rapport à ça. Il y a 4 phases en Asie. On a un tour préliminaire entre les très très petites équipes qui jouent entre elles, puis après il y en a 2 ou 3, je me rappelle plus c'était combien, qui se qualifient au deuxième tour. Au deuxième tour, c'est une phase de groupe. Le premier de chaque groupe se qualifie au troisième tour. Au troisième tour, c'est une autre phase de groupe. Les 2 premiers se qualifient au quatrième tour. Et le quatrième tour, c'est 2 grands groupes de 6 équipes. Puis les 2 premiers de chaque groupe se qualifient direct à la Coupe du Monde. Et les 2 troisièmes jouent un match l'un contre l'autre. Puis dépendamment de la Coupe du Monde, soit ils jouent un match de barrage, soit ils se qualifient, le gagnant se qualifie. Donc je pense, dépendamment, c'est parfois 4 places. La plupart du temps, c'est 4 places et demi qu'il y a, mais parfois c'est 5 places dépendamment des Coupes du Monde. Donc bref, il y a un moyen de le faire en réduisant les coûts pour les petites équipes. Puis celles qui, comme tu m'as dit en Afrique, qui se désistent parce qu'elles peuvent pas, je suis désolé, mais too bad pour moi. Sérieux, je suis désolé, mais too bad. Je sais pas ce que tu en penses, Tristan. C'était quand même pas mal de choses à. Mais moi, je suis de l'école de penser que c'est pas une Coupe du Monde si tu laisses pas le monde participer. Je suis désolé, là, mais tu sais, si je me souviens bien, les Coupes du Monde précédentes, il y avait des tours préparatoires ou des étapes préparatoires pour les plus petites équipes de CONCACAF. Mais là, écoute, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, je sais pas exactement. Mais oui, peut-être que c'est un tour 1 pour les équipes les moins bien classées, tout ça.
Tu sais, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais je veux dire, après ça, je sais pas, pour le classement, la phase actuelle, ce qu'on a en ce moment, considérant le fait qu'on est passé dans le temps de la COVID, tout ça, moi, je vais être content s'il y a du soccer qui se joue. Donc, moi, personnellement, s'ils vont avec ça, puis ils sont contents avec ça, tant mieux. Parfait. Ouais, ben on verra. On verra si jamais ça changera à nouveau. Mais bon, déjà, comme on a dit, c'est un pas dans la bonne direction. Au moins, on voit. Je trouvais que juste à vous donner 1 an ou 1 an et demi à toutes les équipes en dessous de la 6e place pour rattraper ce 6e qui a pas joué depuis des millénaires. J'ai trouvé ça un peu trop rough. Au moins maintenant, ça donne un peu une chance égale en mettant en place, en donnant une place aux 6, 7 et 8. Je pense que la CONCACAF n'a pas été stupide. Ils ont remarqué que Haïti avait un très très bon niveau. Bien évidemment le Canada aussi et le Curaçao aussi. Puis après, ils se sont dit, le Panama s'était qualifié lors de la dernière Coupe du Monde. Comment ça se fait qu'ils sont pas là? Donc là, ils ont commencé à penser que toutes ces équipes-là devraient avoir une chance beaucoup plus grande que ce qu'ils avaient dans le premier format de qualification. Donc, ils ont profité un peu de cette pandémie pour un peu remettre les pendules à l'heure. En tout cas, ça c'est mon point de vue de ce point de vue-là. Je sais pas, moi, j'ai plus rien à ajouter sur le nouveau format. Je sais pas si Tristan, tu as quelque chose d'autre à ajouter sur ce nouveau format-là pour la Coupe du Monde 2022? En fait, moi, ça va rester sur. Je vais garder le doute plané sur est-ce qu'on va être capable de jouer? Est-ce qu'on va être rendu là où les voyages internationaux vont être sécures à un point où des joueurs de pays différents qui viennent d'équipes différentes dans des continents différents vont se ramasser dans un pays pour jouer contre une autre équipe avec des joueurs qui jouent dans des pays différents. Ça reste, à mon avis, le grand doute qui plane autour de ce qu'on vient de parler depuis à peu près, je sais pas depuis combien de temps on enregistre, là, mais bon. Quarantaine de minutes. Par contre aussi, tu as parlé un peu des risques. Tu as aussi beaucoup de matchs et on en a parlé. Tu auras des matchs. En octobre, tu auras plein de matchs. En novembre, tu auras plein de matchs. En mars, en juin, en juillet, en septembre, en octobre, en novembre, en janvier, en mars, et c'est juste en mars 2022, donc juste quelques mois avant la Coupe du Monde qui se déroule en novembre, qu'on connaîtra vraiment les trois qualifiés de la zone CONCACAF ou les 4, dépendamment de cette demi-place, si jamais ça marche. C'est quand même assez rapproché, non, Daniel? Effectivement, d'habitude, il y a les périodes FIFA, les fenêtres FIFA sont quand même éloignées. Là, on a on dirait qu'on veut tout rattraper le temps perdu. Puis le problème, c'est que, comme a dit Tristan, on prend pour acquis que tout va aller bien pour les voyages internationaux. Donc, j'ai l'impression que comme on fait juste pelleter vers l'avant en espérant que ça va aller mieux plus tard, là. Mais j'espère que ça va aller mieux plus tard. Mais sinon, on va se retrouver avec beaucoup, beaucoup de sports en même temps. Puis on s'entend que les joueurs, c'est pas des machines. Oui, ils ont pas joué pendant longtemps, donc il faut se remettre. Puis des voyages, ça fatigue. Et avec les nouvelles normes sanitaires, il y a peut-être des joueurs qui vont être encore malades, qui pourront pas voyager. Ça risque d'être un peu chaotique, mais on espère qu'on aura comme a dit Tristan, on a eu un manque de sport, donc on espère qu'on aura du sport de qualité. Sinon, actuellement, je sais que vous êtes au courant que David Kinahan va parler à One Soccer demain. Et on espère tous qu'il va avoir une bonne nouvelle qui va arriver. Je voulais savoir de votre côté quelles sont vos attentes, vos appréhensions sur une éventuelle saison de la Canadian Premier League. Là. Puis ça fait un moment qu'on attend. Entre-temps, la MLS a eu le temps de commencer et terminer son tournoi presque. La NWSL a eu le temps de commencer et terminer. Donc, toi, Tristan, tu penses quoi de toute cette dynamique qu'il y a eu au cours des dernières semaines en espérant que... Et tu penses quoi qu'on va apprendre demain? Si ça te dérange pas, je te demanderais de poser la question à Adi avant.
Ça me dérange pas du tout de répondre en premier, Tristan. J'en pense quoi? Ben, je pense que il est temps. Il est temps qu'on commence à trouver, à revoir notre Canadian Premier League. Je pense que on a tous hâte que ça reprenne. Tu sais, on a vu un an, c'est très prometteur. J'ai juste peur à ce que le niveau soit vraiment très très mauvais, surtout au début. Comme on l'a vu un peu en MLS, hein, le niveau au début c'était très très mauvais avant que ça commence à un peu remonter jusqu'à maintenant où le niveau est quand même acceptable. Donc ça va être difficile, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. On est aujourd'hui juste le 28 juillet, puis l'annonce devrait se faire mercredi, demain, le 29 juillet de David Clanahan. En tout cas, on est en train de spéculer sur le fait qu'il va annoncer ça. C'est possible, on sait jamais, hein. C'est possible que Clanahan décide d'annoncer que finalement il n'y aura pas de saison, puis ou bien, je sais pas, il peut annoncer quoi que ce soit, mais les rumeurs annoncent un retour au jeu. Donc là, je pense que je me sens assez confortable parce que là, il y a Dwayne Rollins qui vient d'annoncer que lui avait entendu. Mais là, je me sens assez confortable de dire ça va être un retour au jeu à l'île du Prince-Édouard. Sous format, c'est pas encore confirmé encore. Moi, j'ai entendu personnellement que ça va être un tournoi de style MLS is back. Pour ce qui est de le format Coupe du Monde, ça je le sais pas encore, mais ce que je sais, c'est que ça va être à l'île du Prince-Édouard, un endroit qui avait démontré de l'intérêt depuis des mois maintenant. Que le maire de la ville de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard avait beaucoup d'intérêt à amener beaucoup d'intérêt vocal, mais aussi financier, à amener la CPL dans leur province. Donc, ce sera ça. Selon Dwayne Rollins, le tournoi commencerait le 15 août et les équipes arriveraient le 7 août à l'île du Prince-Édouard. Ah, donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Très sérieusement, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. On en avait parlé ici sur CS à l'érable. Moi, j'aime bien que ce soit l'île du Prince-Édouard. Bon, c'est un endroit où il y a presque pas de cas de Covid, où je pense qu'il y en a eu un ou deux, ou très peu en tout cas. D'un autre côté, c'est un marché qui n'a pas encore été testé selon moi. Et l'intérêt de voir la CanPL a été annoncé très très vite de la part du maire. Et j'ai comme l'impression que si jamais la CanPL fait les choses comme il faut, on pourrait voir un intérêt, un renouveau, peut-être, pourquoi pas, à un moment donné, dans quelques années, une expansion à l'île du Prince-Édouard. Je sais pas ce que tu en penses, Tristan, mais c'est intéressant d'aller dans un marché qui a pas encore d'équipe. Je sais pas, j'aime ça. Oui, ben en fait, l'île du Prince-Édouard, pour ceux qui nous écoutent de l'extérieur du Canada, c'est un magnifique endroit. L'île du Prince-Édouard, c'est vraiment joli. C'est un endroit à visiter. C'est là où Anne la maison pignon vert se passe. Pour ceux qui ont vu, pour ceux qui ont lu l'histoire ou qui ont vu la série qui a été refaite par la CBC. Mais oui, je suis complètement d'accord. Le seul petit doute que moi personnellement j'ai à chaud, là, parce qu'on on apprend ce qu'on peut au compte-gouttes en ce moment. Pour ce qui est de ça, c'est là on regarde l'université de l'île du Prince-Édouard, UPEI. Il y a aussi le complexe sportif Terry Fox qui est dans une ville un petit peu aux extrémités de Charlottetown. Pour moi, est-ce que le complexe de l'île du Prince-Édouard, de l'université de l'île du Prince-Édouard, est assez bon visuellement? Parce que il y a personne, on ne pourra pas avoir personne là. Ça va être est-ce que One Soccer, est-ce que Mediapro Canada, que j'espère qu'ils étaient impliqués là, dans l'organisation de ça, pour être sûr, est-ce qu'ils sont capables de faire quelque chose de similaire? Parce que je m'attends pas au même niveau que MLS is back, là. Je veux dire, la MLS, ils ont quand même beaucoup plus d'argent que la CPL. Je m'attends pas à un truc pareil, mais est-ce qu'ils sont capables de faire quelque chose de similaire pour,
que l'expérience viewership de tout le monde qui vont regarder va être optimale. Puis 2, est-ce que on va avoir assez... Est-ce que ça, c'est par rapport au niveau télévisuel, mais niveau installation, est-ce que tout le monde va être secure? Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas à Charlottetown, mais est-ce que tout va être bien arrangé pour avoir ça, pour que les joueurs se sentent le plus en sécurité possible? Par rapport à une équipe à Charlottetown, moi j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup voir un club à l'aide du Prince-Édouard parce que ils n'ont pas de club professionnel à Charlottetown. Ils ont un club junior majeur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et ils ont l'université. Donc, tu amènes une équipe pro là, tu es tout de suite la plus grosse affaire en ville. À mon avis, c'est un peu le même truc qu'à Halifax. Ça devient automatiquement la plus grosse affaire en ville. Mais là, bon, il n'y a pas énormément de monde à Charlottetown, mais il y a des belles expériences dans des très petites villes. Bournemouth, c'est une équipe de Premier League. Ben, en fait, c'était une équipe de Premier League dans une petite ville. Donc, tu sais, il y a des belles expériences comme ça. C'est cool. Et actuellement, qu'est-ce que vous pensez qui a retardé un peu les annonces dans la Premier League? Est-ce que c'était le fait qu'il y avait la quarantaine dans plusieurs villes? Est-ce que c'était le fait qu'on voulait choisir un terrain neutre? Parce que là, actuellement, on va dire, ça fait des semaines qu'on entend parler, puis il n'y a rien eu, là. Beaucoup de monde s'est impatienté. C'est sûr, même les joueurs, on a vu Sergio Camargo qui arrête pas de sortir chaque jour. Ouais, je vais vous annoncer aujourd'hui une annonce pour la Canadian Premier League. Puis à chaque fois, il dit ça va être demain. Vous en pensez quoi un peu de cette dynamique-là? Toi, t'en penses quoi, Tristan? Ben moi, je me cache pas là, je suis quelqu'un qui a toujours été du côté des associations des joueurs. Je suis quelqu'un qui a toujours été qui a toujours pris, toujours. Là, en grande majorité, on s'entend que c'est pas bon. Mais j'ai tendance à prendre pour de me placer du côté des joueurs et des associations par rapport aux intérêts de la Ligue. Et je trouve que ça. En fait, moi j'ai entendu de certains endroits qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont pas fait entendre, qui se sont pas fait consulter par la Ligue sur ce qu'ils allaient arriver. Puis en fait, surtout en temps de crise, moi ça vient me chercher un peu. Bon, je vais avouer par contre que il y a certains autres joueurs qui ont aussi dit qu'ils avaient entendu des trucs. Donc, tu sais, bon, faut en prendre puis en laisser. Mais surtout dans un temps de crise comme ça, là, je comprends que, tu sais, on parle pas nécessairement de négociation de convention collective, qui va probablement arriver dans un futur rapproché. Mais je trouve que quand on parle de la sécurité des joueurs, la santé des joueurs, puis surtout d'une ligue comme la CPL où les salaires sont pas faramineux, là. C'est pas des joueurs qui gagnent tous des millions, là. C'est pas des joueurs qui gagnent des 100 000 par année non plus. Donc, quand on dit il n'y a pas beaucoup d'argent, les joueurs, comment ils font par rapport à leur logement dans les villes? Si on parle de l'île du Prince-Édouard, ils vont être là pour peut-être un mois et demi, 2 mois, peut-être 2 mois et demi, dépendamment des camps d'entraînement, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leur logement dans les villes où ils vivent? Est-ce qu'ils ont des familles? Comment est-ce qu'ils... Tu sais, ces choses-là ne se décident pas en claquant des doigts pendant 2-3 jours, là. C'est des sérieux points qu'on ne pense pas quand on regarde le sport, mais ces athlètes-là, c'est aussi des êtres humains qui payent leur loyer, qui ont des choses à penser, qui ont des familles, peut-être des familles qui s'en viennent. On a vu beaucoup de cas, Carlos Vela en MLS qui a décidé de pas aller au tournoi, donc c'est ça.
Pour ce qui est de la santé et du bien-être des joueurs, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de communication entre les deux parties. Et j'ai l'impression que ça va commencer par la Ligue qui va reconnaître l'association qui a été créée il y a quelques mois maintenant, la Professional Footballer of Canada. Moi, je pense que ça commence par ça, parce que si on voit qu'il y a une association des joueurs, c'est que il y a des joueurs, il y a du monde qui vont vouloir se battre pour le bien-être des joueurs. Après ça, c'est la balle semble être dans le camp de la Ligue. Donc, moi, après, je parle sur ce que moi je sais, mais après ça, c'est après ça, c'est à la Ligue de faire ce qu'ils peuvent, là. Ouais, bah écoute, très intéressant ce que tu dis. Je trouve, oui, c'est sûr qu'il faut faire attention aux joueurs et je suis complètement d'accord avec toi. Après, il faut aussi prendre toutes les précautions qu'il faut. Je sais, par exemple, moi, je regarde un peu ce qui s'est passé en MLS. Écoute, la MLS a très bien fait les choses. Là, on a plus de 2 semaines sans aucun cas de Covid. Avec la MLS, on a parlé que la MLS a beaucoup d'argent, oui, c'est ça, mais sauf que il faut pas beaucoup d'argent pour être organisé. Et pour être organisé, ben, il faut avoir les ressources nécessaires en termes de personnel. Ok, ben, je pense pas que le Canada, que la Canadian Premier League ne peut pas se payer une dizaine de médecins avec une quinzaine ou une trentaine d'infirmiers et d'infirmières. Et ainsi de suite pour faire les tests à chaque jour et que tout soit analysé, ainsi de suite. Je pense pas non plus qu'ils sont aussi peu financés que ça. Donc, il va falloir vraiment faire attention et il va falloir faire une vraie bulle, même à l'île du Prince-Édouard. Puis, si jamais ils font les choses comme il faut faire attention à ce que les gens, parce que il va toujours y avoir des gens qui vont critiquer, il faut toujours savoir faire le dos rond, comme ce qu'a fait la MLS, parce que jusqu'à peut-être 1 semaine ou 10 jours après le début du tournoi, le monde disait moi je regarde pas ça, tout le monde va être infecté, puis c'est de la merde, puis le tournoi va être annulé, c'est sûr. Puis finalement, écoute, bon, il y a 2 équipes qui se sont retirées du tournoi, mais le reste des équipes, tout s'est super bien passé. Donc si le Canada a une chose à suivre par rapport à la MLS, ben c'est sur l'organisation d'un tournoi pareil que la MLS jusqu'à maintenant a réussi, selon moi, avec brio. Donc, je sais pas, Daniel, je suis sûr que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Eh bien, de mon côté, c'est sûr que j'aimerais mieux une vraie saison comme aller-retour là, qu'un tournoi du genre MLS is back et compagnie, là. Je pense qu'avec 8 équipes, on aurait pu faire 2 x 7, 14 matchs et je pense que ça aurait pas été impossible. Après ça, je sais que peut-être c'est ce genre de format-là, c'est pas ce qui est le plus vendeur dans les circonstances actuelles, qu'on veut peut-être des matchs à élimination directe. Je vois qu'en MLS, ça a quand même bien fonctionné, là. Donc, j'ai plus trop d'attentes de mon côté. Peut-être que faire un tournoi, par exemple, à élimination directe, mais que les équipes éliminées s'affrontent entre elles dans l'autre sens. Ce que je veux dire par là, c'est supposons on fait 2 groupes de 4 et les 2 premiers s'affrontent pour aller en demi-finale et les 2 derniers s'affrontent comme une demi-finale des perdants là, puis peut-être pour faire un genre de classement, mais l'idéal, honnêtement, quant à moi, ce serait de faire un aller-retour, là, comme ça tout le monde affronte tout le monde. On n'est pas en train de parler d'économie, hein, on est en train de parler de santé, comme l'a dit Tristan un peu plus tôt. Est-ce que tu veux vraiment voir ces équipes voyager à travers le Canada maintenant? Non, dans le tournoi, faire ça dans un lieu spécifique, mais faire aller-retour. Aller-retour, c'est symbolique, là, je veux dire, que les équipes s'affrontent 2 fois, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Tristan. Ouais, ben je tiens à dire que moi, par rapport au format, je sais pas encore exactement ça va valoir de quoi, ouais. mais dans un tournoi, si tu fais, on a vu un peu la Challenge Cup où ils étaient censés avoir 8 équipes. Ouais. Et les 8 équipes se sont un peu toutes jouées ensemble. C'était un single table, puis après ça, ils ont fait une espèce de phase éliminatoire.
Excuse-moi Tristan, c'est supposé être 9 équipes, puis finalement c'était 8 dans Ouais, la c'est ça. Ben, en fait, NWSL. Ouais. Excuse-moi. c'était 9, mais il y avait un single table pareil. Là, il était censé en éliminer juste une Ouais. à la fin de la phase, puis Ouais. à la fin de la première phase, puis finalement, les 8 étaient. Les 8 faisaient juste jouer pour savoir qui était premier, qui était huitième. Ouais. Donc, encore là, ça reste l'inconnu par rapport à ce que moi je sais. Je vais pas dire exactement que je vais pas mouiller à savoir c'est quoi. Mais je pense qu'un tournoi, je pense que honnêtement, de tous les sports confondus en Amérique du Nord en ce moment, le meilleur tournoi qui s'est passé le mieux, ça reste la NWSL. Ouais. Et la CPL ont eu en masse de temps de pouvoir les regarder. Donc, moi, s'ils peuvent tirer leur épingle, s'ils peuvent tirer ce qu'ils peuvent de la Challenge Cup, mais je pense que aussi, en s'en allant à l'île du Prince-Édouard, ça ressemble un peu à la décision de la NWSL d'aller dans le Utah, bon, à différence du fait que il n'y a pas de Zions Bank Stadium à l'île du Prince-Édouard, là, mais je trouve que d'aller dans un endroit où ça a été assez calme niveau cas positif, je pense que la CPL a bien choisi son endroit. Après ça, reste à voir qu'est-ce qui va arriver avec l'emplacement de où ils vont jouer à l'Université de l'île du Prince-Édouard. Exactement. Ben, on leur souhaite, en tout cas, on va le savoir demain. Donc, j'ai espoir que ça va bien se passer. De toute façon, ils ont eu beaucoup de temps pour trouver le bon format. Donc, on espère demain avoir des bonnes nouvelles. Sinon, on va être en mesure de suivre ce qui va se passer. Là. De toute façon, chaque jour, les clubs font des annonces. Là. On veut que la Ligue fasse une annonce. Donc, je crois que pour aujourd'hui, on a eu des discussions intéressantes, autant sur l'équipe nationale que la Canadian Premier League. Je voulais te remercier, Tristan, à mon nom et au nom de Hedy, de t'être prêté au jeu. On a eu des discussions très intéressantes et j'espère que quand on va se reparler, il y aura eu du nouveau pour la Canadian Premier League. Est-ce que tu peux indiquer à nos auditeurs comment on peut te rejoindre, te suivre actuellement? Ben oui, premièrement, c'est un plaisir, toujours un plaisir de parler avec vous, les boys. Ça me fait toujours plaisir de parler de Canadian Premier League. Ça faisait longtemps quand je n'avais pas parlé de Canadian Premier League, honnêtement, parce que honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Oui, vous pouvez me suivre sur Twitter, commercial Tristan d'Amour, avec un S à la fin. Et c'est la majorité de ce qui se passe avec moi se passe sur Twitter. Parfait, parfait. Ben, tu sais, nous aussi, ça nous a fait vraiment plaisir de parler de Canadian Premier League. Écoute, on a quand même réussi à faire des podcasts hebdomadaires sans rien sous la dent pendant presque, disons 9 mois. Donc voilà, je pense que déjà... Vous avez parlé de quoi? De la couleur de leur bas? C'est quoi? Non, mais il y avait toujours des choses entre les équipes nationales féminines, masculines, les tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques chez les féminines qui s'est déroulé. Il y a eu plein de sujets, mais on a réussi, je pense, et à tenir... je pense que, point de vue des auditeurs, on n'a pas perdu de personnes. Je regarde les écoutes, c'est à peu près pareil. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés pendant autant longtemps. Puis Daniel, merci encore d'être là à côté de moi et de me supporter. C'est pas facile, je le sais. Puis merci d'être à mes côtés. Merci à toi, Hedy. Ça fait toujours un plaisir et merci d'avoir assuré pendant mon absence la semaine passée. Je sais que tu vas me revenir avec ça pour un moment. Je te taquine. Je voulais également remercier aussi à mon nom personnel les auditeurs d'être toujours aussi fidèles malgré le manque de matchs. On a hâte d'avoir des matchs qui vont reprendre. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite tous une bonne semaine et à la semaine prochaine.